right, welcome everyone, dear colleagues, dear participants, panelists and attendees. Bienvenue à tous, chers collègues, chers participants, panélistes et invités. Bem-vindos a todos, caros colegas, caros participantes, panelistas y convidados. My name is Aminata Saidi. Je m'appelle Aminata Saidi et je travaille à l'unité données analyse au bureau de l'OMS pour l'Afrique. Je serai la modératrice pour cette session et je suis heureuse que vous nous rejoigniez, vous les collègues d'Afro. Et j'aimerais introduire nos partenaires au niveau national, les instituts de recherche du Kenya, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, qui feront des présentations tout à l'heure. Et j'aimerais également remercier nos partenaires techniques au niveau international, la London School of Economics, la Fondation Bill et Melinda Gates, donc tous nos partenaires. Donc, je vais d'abord vous présenter les règles pour ce webinaire et ensuite je vais donner la parole à notre président pour les mots d'ouverture. Nous espérons que la plateforme et les connexions fonctionneront bien. L'interprétation sera fournie en anglais, français et portugais et elle est disponible par le biais du bouton langue interprétation sur le menu Zoom. Vous pouvez sélectionner quelle langue vous voulez écouter pour l'interprétation et vous pouvez sélectionner celle de votre choix. Veuillez réserver la fonction questions-réponses sur Zoom pour les questions et commentaires concernant les exposés. Et veuillez utiliser la fonction chat sur Zoom pour des questions concernant des problèmes techniques ou logistiques. Et nous surveillerons à la fois les questions-réponses et le chat tout au long du webinaire. J'encourage les panélistes à s'engager dans les questions-réponses pour répondre aux questions avant même que nous n'arrivions à la session formelle. La présente session est enregistrée et votre participation signifie que vous acceptez d'être enregistré. Les diapositives et un lien à l'enregistrement vidéo seront distribués à toutes les personnes inscrites par courriel après la section. Donc, voici notre programme. Je vais vous parler des objectifs et ensuite vous montrer le slide de Dr. Emidji pour les mots d'ouverture. Donc, les objectifs du webinaire, c'est de fournir des informations contextuelles utiles sur la plateforme de l'Observatoire africain de la santé sur les systèmes et politiques de la santé, ou AHOP, présenter le thème et les résultats attendus du partenariat, présenter la plateforme elle-même, la structure et les acteurs essentiels, programme de travail, produits, résultats attendus et des opportunités d'expansion du réseau. Nous discuterons des processus permettant de réaliser le thème et les résultats attendus et nous discuterons des efforts de production de connaissances dans la région africaine et des approches pour renforcer l'utilisation des données factuelles de recherche. Nous discuterons des meilleures pratiques pour tirer parti de l'application des connaissances et de l'échange de données factuelles, comparaison entre pays, et nous partagerons avec les décideurs les expériences en matière de courtage et d'engagement des connaissances pour avoir un impact, ainsi qu'en matière de comblement de fossés entre les données factuelles et la politique. Et en dernier lieu, nous encouragerons une communauté de pratiques pour le futur. Donc, je vais maintenant vous montrer le programme et donner la parole à Dr. Karamadji. Dr. Karamadji, vous avez la parole. Merci, Aminata. J'espère que vous arrivez tous à m'entendre. Je suis heureux de vous avoir tous connectés pour ce webinaire.
peu importe la région d'où vous venez, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Nous avons un mix, un groupe de participants des ministères de la santé, des collègues des pays, des collègues de l'OMS. Nous avons également des partenariats qui font partie du partenariat formel, mais également des partenaires indépendants. Nous avons également des chercheurs, des professionnels de santé. Il y a beaucoup de parties prenantes, pour résumer, qui prennent part à cette session et nous pensons que c'est une initiative qui regroupe beaucoup de promesses pour le futur et particulièrement pour la mise en œuvre de la couverture de maladies universelles en Afrique. Nous sommes heureux d'introduire virtuellement cette plateforme qui fait partie de la nouvelle normale que nous connaissons tous, notre manière de faire aujourd'hui, de travailler, et c'est une opportunité également d'entrer en contact avec vous pour avoir le maximum de personnes et engager cette discussion. Et c'est très important pour nous parce que nous pensons que c'est seulement à travers une collaboration effective que nous pouvons avancer pour pouvoir accomplir la couverture maladie universelle en Afrique. Nous savons que les données factuelles ne concernent pas seulement les données et les statistiques, et collecter des données et des statistiques ne nous mène pas à des décisions informées basées sur des données factuelles. Donc, il faut un processus complet pour que ces données, ces preuves, ces statistiques que nous produisons puissent être mises en pratique et présentées de manière à faciliter la prise de décision dans les pays. Ce processus devient de plus en plus important pour nous dans la mise en œuvre de notre approche pour faciliter la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. En ce moment, tous les pays dans la région Afrique sont engagés à mettre en œuvre la couverture maladie universelle et ils essaient de voir de quelle manière ils peuvent reconceptualiser leur système pour arriver à la couverture maladie universelle. Je sais que la plupart d'entre vous savez qu'il y a des changements dans notre manière de travailler. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de services de base, de services essentiels. Nous voulons plus engager nos communautés, les bénéficiaires dans la conception et la gestion de ces programmes. Et c'est un processus très complexe, particulièrement vu la complexité des systèmes de santé dans la région. Et nous ne pouvons plus avoir un programme par standard. Vous savez que nous avions un système de santé traditionnel avec la structure en haut, ensuite les centres de santé et les districts dans les communautés. Et c'est ce qui se prévalait dans la plupart des régions. Et cela permettait de fournir une petite portion de ce que nous considérons comme les services de base pour la population. Et aujourd'hui, nous essayons d'avoir des services plus complets qui seront définis par les utilisateurs et le système ne peut plus être un système standard. Fournir un soutien dans un environnement si différent devient plus compliqué, bien sûr, et c'est pour ça que des initiatives comme celle-ci, AHOP, peuvent être très utiles. Et AHOP a été conçu avec ce changement d'état d'esprit, de mentalité, comment est-ce que nous pouvons faciliter les processus des pays pour identifier des voies et moyens pour arriver à cette couverture universelle. Nous nous sommes focalisés sur mieux soutenir le processus pour ces pays qui participent dans la réingénierie de leur système de santé pour passer justement à la CMU. Et nous nous focalisons sur les services primaires, mais avec la COVID-19, nous avons vu comment est-ce que les systèmes primaires peuvent être impactés si les services dont nous avons besoin ne sont pas fournis. Et nous reconnaissons également les conditions
très compliqué les défis auxquels notre système fait face avec les risques de santé, les risques de choc et les changements dans la nature des gens eux-mêmes, des personnes eux-mêmes dans les pays africains. Nous n'avons plus une population passive, les populations sont de plus en plus à l'écoute de leurs besoins, elles sont plus exigeantes en termes de services de santé. Donc, comment est-ce que nous pouvons être redevables envers ces populations? Nous essayons par ces efforts de mettre en place un processus qui permettra aux pays de faciliter leur processus unique, spécifique, et c'est une priorité pour nous dans la région Afrique, et cela fait partie des mécanismes institutionnels en cours. Et nous avons mis cela en place avec le Comité consultatif africain sur la santé et les systèmes de santé. Et en tant qu'institution, avec les partenaires de AFRO, nous essayons de voir autour des systèmes de santé, des services de santé, comment avoir une vue beaucoup plus formelle par rapport à la mise en œuvre et l'institutionnalisation du travail. La recherche n'est pas nouvelle en ce qui concerne la santé et la traduction de la connaissance également n'est pas quelque chose de nouveau. Nous n'entendons pas bien l'orateur. Nous essayons de soutenir les pays à arriver à cette CMU. C'est un rôle de soutien. Nous ne venons pas pour imposer ce qui va être mis en œuvre. Nous espérons que les centres nationaux pourront mettre en place les voies et moyens uniques qui permettront au pays d'arriver à la CMU. Et cette plateforme, ce partenariat est un partenariat intéressant parce que nous essayons d'intégrer différents partenaires. Le bureau régional de l'OMS est un des partenaires. Nous travaillons également avec la Fondation Bill et Melinda Gates, la London School of Economics and Political Science, donc tous nos partenaires, et nous essayons de rechercher les ressources non traditionnelles pour alimenter les politiques et faciliter l'orientation pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et nous essayons également, et je crois que cela sortira des discussions, comment établir de meilleurs liens avec les plateformes existantes dans la région pour les systèmes de santé et politique pour qu'il y ait des échanges croisés d'idées. Il n'y a pas de limite quant à la connaissance qui peut être produite et utilisée. Et nous pensons que ces liens sont importants pour atteindre nos objectifs et également alimenter les attentes que nous avons pour ce partenariat. Comme je l'ai dit, le thème, c'est la réingénierie des systèmes de santé pour les aligner en vue d'atteindre la CMU, et nous avons les principes d'équité, de justice sociale, de l'implication de la communauté et de la collaboration, entre autres principes que nous avons. Tout ce que nous faisons sera sur la base de ces principes pour nous assurer que cela est aligné avec la déclaration de 2018 des pays. En ce moment, la phase de conceptualisation, nous avons senti qu'il était important d'organiser ce webinaire et engager les différentes parties prenantes parce que nous voulons que ce soit un processus aussi transparent que possible. Et la plateforme que nous lançons aujourd'hui, la plateforme AHOP, qui est hébergée par la plateforme intégrée, facilitera le dialogue et permettra de partager l'information. Et si quelqu'un à un moment donné veut savoir ce qui se passe,
nous pourrons mettre cette plateforme à disposition pour que tout le monde puisse s'impliquer et savoir ce qui se passe et savoir également quels sont les éléments à savoir dans un pays spécifique. Et tout au long du processus, nous espérons qu'il y aura beaucoup d'apprentissage entre les pays et nous mettons l'accent et nous reconnaissons le fait que chaque pays jouera un rôle unique, un rôle spécifique. Nous savons que les rôles seront uniques, c'est vrai, mais il y aura des leçons à apprendre les uns des autres, entre pays, je veux dire. Donc, pour voir comment est-ce qu'un pays a pu rendre les services accessibles à la population. Donc, nous pourrons utiliser la plateforme comparative pour voir comment est-ce que les pays essaient de résoudre ce même problème d'accessibilité des services. Donc, chaque pays pourra être une source de connaissances pour les autres. Donc, très brièvement, voici ce que je voulais présenter comme mot d'ouverture. Nous sommes très contents de lancer cette initiative et nous essayons de voir quelles seront les retombées. Nous espérons que ces discussions ne s'arrêteront pas ici, mais nous pourrons continuer à interagir, à converser à travers la plateforme. Si vous pensez qu'il y a des points sur lesquels nous devons discuter, nous essayons d'être transparents. Donc, soulever ces questions parce que ce que nous voulons, en fin de compte, c'est que les acteurs dans la région, les populations dans la région reçoivent les meilleurs services de la manière la plus efficiente et effective. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous redonne la parole à Aminata. Merci beaucoup, Dr. Karamaji. Le point suivant, je vais donner la parole à Serge qui va faire une courte intégration par rapport à la introduction par rapport à la plateforme. Nous n'entendons pas bien l'orateur. Serge, over to you. Donc, Serge, vous avez la parole. Let me check. No problem. Let me check. If you're unable, then I can continue. Yeah, share, please. Si vous ne pouvez pas partager la présentation, je pourrais le faire. Can you? So, let me just. Sorry, one minute. Okay. Great. Over to you. Thank you, Aminata. So the slide I Merci, did. Aminata. Donc, les diapos sont en anglais, mais je vais les présenter en français. Comme l'a bien expliqué dans son propos introductif Onfray, cette plateforme est hébergée dans un observatoire. Et dans l'idée, véritablement, pourquoi on utilise un observatoire, c'est pour véritablement avoir une vue complète en temps réel de ce qui se passe dans le secteur de la santé et aussi directement sur la santé des populations. Un observatoire, c'est une structure, mais aussi une plateforme dont l'un des buts principaux, c'est d'améliorer la disponibilité et l'utilisation des informations et des données factuelles pour la prise de décision. Évaluer la mise en œuvre des programmes, générer et faciliter l'utilisation des connaissances, échanger des idées, poser et offrir une plateforme de discussion. De manière globale, les observatoires ont 4 fonctions principales. La fonction de rassemblement, la fonction d'analyse et de synthèse, la fonction de réseautage et la fonction de partage. Dans la région africaine de l'OMS, les produits qui sont mis en place ou développés sur l'observatoire s'appuient sur le cadre d'action, diapo, le cadre d'action de renforcement de systèmes de santé
vers la CSU et les ODD. Ce cadre d'action qui a été développé avec les pays en 2016 et validé par le comité régional pour l'Afrique en 2017. Et donc, avec une chaîne de résultats à travers des investissements, ensuite les produits, diapo, ensuite les résultats et enfin l'impact. Donc, l'analyse des données ou l'analyse des produits et informations qui sont faits, qu'on retrouve dans l'Observatoire africain intégré de la santé, est basée totalement sur tous ces 4 aspects, de l'investissement jusqu'à l'impact, de manière à apprécier comment est-ce que le système de santé en Afrique évolue, évidemment en vue de la CSU et dans le cadre des ODD. Diapo. Il faut le rappeler parce que la plateforme que nous allons introduire cet après-midi, elle est intégrée à l'Observatoire africain de la santé. C'est une composante qui est partie prenante de l'Observatoire africain de la santé. Mais il faudrait rappeler que le besoin de l'Observatoire africain de la santé a été une demande expresse des ministres de la Santé de la région lors des comités régionaux de 2010, rappelés en 2014, 2017 et même 2019, pour que l'Afrique puisse disposer d'une plateforme qui va permettre de réduire au maximum les fragmentations de données qui sont parfois contradictoires et d'offrir une plateforme crédible et unique où on pourra retrouver tout ce qui concerne l'intelligence en santé sur l'Afrique. Comme nous l'avons dit tantôt, nous analysons les produits qui sont disponibles sous 3 aspects. Tout ce qui est données et statistiques, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est analyse ou analytique, pourquoi les choses se passent ainsi, le pourquoi de ce qui se passe, et tout ce qui est gestion de la connaissance et comment est-ce que devons-nous utiliser ces informations-là pour définir, améliorer nos politiques et les différents outils que nous utilisons dans nos systèmes de santé. La plateforme intégrée de l'Observatoire africain de la santé, c'est une réponse directe à ce besoin, donc au besoin d'une plateforme unique, au besoin d'avoir une source unique qui rassemble un certain nombre de sources externes, mais une source unique d'accès à ces informations-là. Et puis, c'est une base d'informations qui travaille, comme on l'a dit tantôt, à la fois sur données statistiques, analyse et connaissances, où on a un champ d'analyse complet du système d'information, des données du système d'information de la santé en Afrique. Donc, globalement, l'outil dispose de ce qu'on appelle une architecture back-end avec toutes les composantes techniques et une architecture front-end pour présenter les données. L'idée étant qu'il y a un contrôle qualité de tout ce que nous produisons sur l'Observatoire africain de la santé. Donc, la plateforme que nous allons introduire ce matin, cet après-midi, est partie prenante. Diapo. Cette diapositive présente la page d'accueil globale de l'Observatoire africain intégré de la santé, où, comme on l'expliquait tantôt, on a bien un aspect data, un aspect analytique et un aspect données et connaissances. Et c'est dans la section données et connaissances que nous allons retrouver la plateforme spécifique sur les systèmes de santé et politique. Donc, c'est pour renforcer le fait que la plateforme politique et système de santé est hébergée dans la plateforme intégrée de l'Observatoire africain de la santé. On y retrouve d'autres éléments, dont
des plateformes spécifiques au pays, où chaque pays a son observatoire national qui est totalement hébergé. Nous allons donc maintenant aller plus en détail sur la plateforme sur les systèmes de santé politique, qui est l'objet principal du webinaire de cet après-midi, qui est, comme on l'a dit d'entrée de jeu, est hébergé sur l'Observatoire africain intégré de la santé, en tant que dans la section connaissances et évidences. Le focus ici, c'est véritablement la génération et le partage de connaissances pertinentes pour les politiques de santé dans la région africaine de l'OMS. Il s'agit ici de synthétiser les informations existantes pour générer de nouvelles données factuelles sur le développement des systèmes de santé dans le contexte de l'approche de soins de santé primaires. C'est aussi un partenariat, c'est une plateforme collaborative avec des partenaires comme l'Observatoire européen des systèmes et politiques de santé, la London School of Economic and Political Sciences et 5 centres nationaux qui ont été choisis dans 5 pays pour cette première phase, à savoir l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal. Et les 5 institutions qui ont été sélectionnées sont affichées sur la diapo. Kemri au Kenya, à l'université de Rwanda, l'école de santé publique, à l'université d'Addis Abeba, l'école de sciences de la santé, à l'université du Nigeria, le groupe de recherche sur les politiques de santé, et à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, l'équipe qui travaille sur l'épidémiologie, la recherche clinique et la science sur les données. Diapo. Comment est-ce que la plateforme africaine, Observatoire africain de la santé, plateforme sur les systèmes de santé politique est structurée? Please go back. Please go back. Merci. Il y a le secrétariat technique régional de la plateforme est logé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, à Brazzaville. On travaille en collaboration avec l'ensemble des bureaux pays qui sont concernés dans cette première phase. Il y a les centres nationaux. Pour l'instant, on a commencé avec 5. Il y a une instance de gouvernance où on a un comité de gouvernance qui donne des orientations générales. Et puis, nous avons une plateforme technique avec l'ensemble des partenaires qui ont été indiqués tantôt, l'Observatoire européen, London School of Economics et les centres nationaux avec qui nous discutons sur les différents produits et sur la démarche et les process que nous mettons en place pour se rassurer que nous allons produire des produits de qualité. Diapo. Diapo.
sorry, I was disconnected. Electricity issue. Aminata Diapo, s'il te plaît, si tu m'entends. Okay, please continue with this slide, Serge. Thank you, Humphrey. So, le thème principal qui va conduire les différents produits qui seront développés, c'est véritablement la réingénierie des systèmes de prestation de services pour la couverture santé universelle. Et globalement, nous allons développer ce thème avec 5 produits, les notes d'orientation politique, les études, les analyses comparatives, les profils pays de systèmes de santé et services, des sessions de dialogue politique pour présenter les résultats, et puis des publications spécifiques en fonction des besoins qui sont exprimés autour de cette thématique centrale-là de réingénierie des services de prestation de soins pour la couverture santé universelle. Donc, c'est un cadre qui va permettre une comparaison entre les pays de ce qui se fait bien, de ce qui se fait ailleurs. Et donc, c'est véritablement autour de cette thématique centrale-là que tous les produits seront articulés. Diapo. L'idée ici, maintenant, c'est, on est tourné, quelle est la valeur ajoutée de EOP, de la plateforme de politique et système de santé? C'est vraiment être tourné vers l'avenir. Quel type de systèmes de prestations sont nécessaires et comment peut-on repenser l'évolution vers ceux-ci? La plateforme veut fournir un référentiel pour les connaissances qui sont générées systématiquement et qui doivent constituer une base pour la prise de décision éclairée grâce à des évidences et à des données factuelles. La plateforme est ouverte à de nouveaux partenaires, évidemment, pour enrichir le dialogue qui est en cours et puis véritablement travailler à accélérer l'engagement qui se fait déjà dans la région, mais véritablement accélérer cet engagement entre les académiciens, les universités, les écoles et les autorités, ceux qui prennent les décisions dans le cadre de la santé. Diapo. Donc, je vais passer la parole à Aminata pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge, pour ta présentation. Donc maintenant, I'm going to switch to English. So, thank you, Serge. Je peux passer à l'anglais. Serge, merci de votre présentation. Nous allons passer maintenant à la discussion concernant le rôle et les expériences de AHOP. Et chaque pays aura l'occasion de présenter son institution et de nous dire quelles sont ses attentes en ce qui concerne le partenariat. Nous allons commencer par l'Éthiopie. David, vous avez la parole. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vous remercie infiniment. C'est un privilège pour moi que de participer à cette plateforme pour vous présenter l'expérience de l'Éthiopie. Le son n'est pas très bon pour l'interprète. Le son est très étiré. Le son n'est pas du tout bon pour l'interprète. Je vais essayer. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations.
En ce qui concerne la situation dans la communauté reculée, à mesure que la population augmente, le poids des maladies transmissibles et non transmissibles augmente. Notre école des sciences de la santé est basée à l'université d'Addis Abeba. C'est le centre le plus ancien qui fait de la formation et de la recherche et qui fournit des services communautaires. Nous avons une large gamme d'expertise. Nous fournissons des preuves empiriques pour appuyer l'élaboration des politiques. Et à l'université d'Addis Abeba, nous avons introduit cette plateforme. Le son n'est pas de bonne qualité pour l'interprète. L'interprète n'entend pas l'orateur. Le son n'est pas bon. Docteur Dawit. Hello? Dr. Can you hear Dawit, me? can you? Yeah. Docteur Dawit, nous ne parvenons pas à vous entendre, dit l'oratrice. Est-ce que vous pouvez changer de connexion? On ne vous entend pas. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Parlez un peu plus lentement de manière que l'interprète puisse vous suivre. Je disais que notre centre, le son n'est toujours pas bon. Nous avons 4 principales écoles de santé à l'université d'Addis Abeba. Le son n'est pas bon pour l'interprète. Nous faisons de la recherche à Addis Abeba. Nous faisons des analyses ainsi que des évaluations. Et nous avons également CDC Africa, c'est un centre africain. C'est un projet financé par la Banque mondiale dans le secteur de la santé. Et donc, ces 3 entités sont basées à l'université d'Addis Abeba. Diapo suivante. L'objectif du centre par le truchement d'AHOP consiste à faire la synthèse des activités de recherche existantes le son n'est pas du tout bon pour l'interprète, malheureusement. Problematic in Africa, and for us to have this platform means knowledge across the whole. Next slide. Diapo suivante. Voici l'équipe de notre centre. Vous avez là moi-même. Vous avez Dr Hélène qui nous apporte beaucoup d'expérience de l'université d'Addis Abeba en ce qui concerne les systèmes de santé publique
La recherche, elle vient du milieu de la recherche. Nous a role in brokering. espérons qu'elle va jouer un rôle important en ce qui concerne le courtage des connaissances entre les milieux universitaires de l'Éthiopie et de la région, ainsi qu'au niveau des décideurs, et ceci pour que les autres pays sachent le type de recherche que nous faisons. Donc, j'en ai fini avec la présentation de notre centre. Merci de cette occasion qui nous a été donnée de présenter notre centre. Nous espérons collaborer avec vous tous. Je vous remercie. Merci, Dr. Dawit, de votre présentation. Nous allons entendre à présent le représentant du Kenya. Vous avez la parole. Aminata, je vous remercie. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde et bonsoir à tout le monde où que vous soyez. Je voudrais vous parler rapidement du Centre national du Kenya. Comme Serge l'a expliqué dans la présentation, eh bien, nous sommes hébergés par Kemri au Kenya. Cliché suivant, Kemri, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est un institut de recherche médicale au Kenya. C'est l'Institut de recherche médicale. Nous travaillons à travers des centres et notre centre est l'un des 12 principaux centres de Kemri. Dès le départ, Kemri a été créé dans le cadre d'un programme de recherche collaborateur entre Kemri, Oxford University et Wellcome Trust qui est abrité par Kemri CGMRC. Et ce partenariat existe depuis 1989. Le siège se trouve à Kilifi, mais au fil des années, eh bien, nos activités de recherche se sont étendues de Kilifi au reste du pays et à l'heure actuelle, nous travaillons de plus en plus dans tout le reste du pays, voire au-delà. Cliché suivant. Donc, voici la cartographie des activités en ce qui concerne la portée géographique. Vous avez le comté de Kilifi où nous avons commencé nos activités. Nous avons donc des installations à Kilifi. Nous travaillons avec le ministère de la Santé et avec d'autres institutions. La carte suivante, c'est la carte du Kenya. Et les points rouges vers le sud, c'est Kilifi, c'est là où se trouve notre siège. Et ensuite, vous avez Nairobi, où nous avons un bureau important. Nous menons beaucoup d'activités de recherche à Nairobi. Les points jaunes, eh bien, ce sont les installations avec lesquelles nous collaborons. La dernière carte vise à vous présenter certains de nos réseaux et la collaboration en Afrique au-delà de l'Afrique de l'Est. Nous collaborons avec beaucoup d'institutions de recherche, avec des ministères de la Santé, dans les bureaux pays de l'OMS, y compris avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Le programme de recherche, nous mettons l'accent sur toute la gamme des activités de recherche de la santé.
Donc, nous avons organisé nos activités autour de domaines thématiques, naturellement selon nos domaines d'intervention préférés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chevauchements entre les différents domaines, entre les différentes disciplines quant à la manière dont nous abordons nos activités de recherche, et y compris pour le renforcement des capacités. Donc, nous mettons l'accent sur les biosciences et ceci est très important. Nous mettons l'accent sur la microbiologie et la génomie. Nous avons un laboratoire important et naturellement, vous avez le travail d'épidémiologie et nous avons également la santé de la population qui revêt une importance capitale. Et nous faisons ce travail à travers le Kenya et naturellement nous collaborons avec beaucoup d'institutions africaines. Nous avons également la recherche clinique qui se fait et de plus en plus nous faisons des essais cliniques. Et nous avons également nos systèmes de santé et nous avons également l'éthique de la recherche. Nous travaillons sur tous ces domaines, y compris l'éthique comme domaine thématique. Donc, je vais m'appesantir sur ce que nous faisons en ce qui concerne les politiques et la production des connaissances. Au cliché suivant, notre système de santé, comme je l'ai dit, nous abritons le centre dans les différents domaines thématiques du système de santé et des politiques de santé. Nos systèmes sont organisés essentiellement autour de 3 domaines thématiques. Il y a une répartition générale qui est fondée sur la gestion de la gouvernance de la santé. Nous avons travaillé avec les décideurs, avec les techniciens au niveau du système de santé afin d'étudier et de comprendre les problèmes qui se posent au niveau des problèmes de gouvernance et de leadership au quotidien et comment améliorer la réactivité du système. Nous avons un travail important qui se fait sur le financement et l'économie de la santé. Il s'agit de se pencher sur le financement de la santé, mais de plus en plus également sur les coûts. Il y a également la fourniture des services de santé. Là, nous mettons beaucoup l'accent sur la qualité des soins, en particulier la bonne qualité des soins. En ce qui concerne le programme, nous avons également l'engagement des politiques et la traduction des preuves. Nous considérons que ceci est un service, un domaine qui appelle des études approfondies. Nous voulons à ce niveau assurer l'engagement sur le plan des politiques et traduire les preuves dans les faits. Dans la diapo suivante, je vais vous parler de notre approche programmatique en ce qui concerne l'engagement stratégique. Compte tenu de l'intérêt croissant pour la gestion des connaissances, nous avons élaboré ce cadre en ce qui concerne l'engagement stratégique au niveau de notre programme. À la verticale, nous avons présenté notre stratégie, l'approche que nous adoptons. En fait, il s'agit d'assurer la collaboration avec les décideurs. Fondamentalement, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'identifier les opportunités, de travailler pour collaborer avec les décideurs aux différents niveaux du système, également pour que les décideurs prennent du temps, passent du temps avec nous dans nos programmes de recherche pour assurer cette collaboration sur le plan stratégique. Nous mettons l'accent également sur le renforcement des capacités des décideurs afin d'assurer
la connaissance des preuves. Nous essayons également d'instaurer un dialogue sur les politiques et les décideurs travaillent avec nos différents mécanismes dans le cadre du dialogue. Nous avons un petit groupe de personnes qui travaillent essentiellement sur la génération des connaissances et l'accent est mis sur la synthèse rapide des questions, des problèmes qui se posent afin de pouvoir y apporter des réponses. Cela permet de prendre des décisions et naturellement, à travers le réseau, nous créons des opportunités permettant aux différents groupes de chercheurs de participer à l'élaboration des politiques. Comme je l'ai dit plus tôt, nous travaillons de concert, nous concevons ensemble nos programmes avec les décideurs aux différents niveaux. Ceci est vraiment délibéré. De manière spécifique, il s'agit de renforcer les relations de manière à faciliter la traduction des connaissances sur le terrain et de veiller également à ce que les preuves factuelles et les connaissances soient partagées par les décideurs. Il s'agit également de les encourager à utiliser ces preuves factuelles et renforcer leur capacité pour utiliser ces données factuelles. La diapo suivante. Ce que nous considérons comme une opportunité. Au cours de la phase pilote, nous pensons qu'il y a des avantages comparatifs pour cette plateforme. C'est une occasion pour nous de renforcer l'engagement stratégique et la capacité de traduction des connaissances aux différents niveaux. Au Kenya, nous sommes en première ligne en ce qui concerne la fourniture des services, mais ce qui est important, c'est que cette plateforme nous donne l'occasion d'étendre notre portée en ce qui concerne l'utilisation des données factuelles dans le pays et dans la région, et surtout à mesure que nous développons des réseaux avec les partenaires. Eh bien, nous pensons que ceci est une occasion pour nous de traduire certaines de nos expériences, renforcer nos capacités ainsi que celles des partenaires. Et cela nous permettrait également d'étendre la portée de nos activités dans la région, au-delà du pays. Enfin, dernière diapo. Je voudrais vous présenter les membres de l'équipe de recherche. C'est un petit groupe de personnes qui constitue une espèce de comité de pilotage qui consacre leurs activités quotidiennes à ce centre. Donc, les membres s'intéressent à différents domaines, notamment la gouvernance de la santé. Vous avez Jacinta qui s'intéresse à l'élaboration des activités de leadership. Nous avons Edwin Baraza qui est économiste de la santé, de formation, et qui est expert également en matière de financement de la santé. Et il a travaillé pendant longtemps dans le domaine de la participation à la traduction des connaissances au Kenya et dans la région. Il est membre des comités de collaboration au niveau national et à l'étranger. Okiro est épidémiologiste de formation et pilote le groupe sur la santé de la population dans le cadre du programme de recherche. Et elle est épidémiologiste du paludisme. Et elle apporte des compétences et un intérêt unique pour le travail que nous faisons parce que pendant longtemps, elle a développé des capacités géospatiales et elle a travaillé sur la cartographie géospatiale au niveau de l'OMS.
Elle a préparé une géocarte qui s'est avérée utile et qui appuie nos activités. Kouyi Mouraya s'occupe des questions de genre et d'équité. Elle est épidémiologiste de formation, mais elle s'intéresse en partie. Elle est en fait la directrice du renforcement des capacités de la formation. À l'heure actuelle, elle a reçu un prix au niveau africain. Elle s'intéresse à beaucoup d'autres activités. Il s'agit de renforcer les capacités. Dans la région, nous avons Sam qui s'occupe de la qualité des soins. Ndiro également. Je vous remercie. Je vous remercie de cette présentation. Nous allons passer la parole à présent au Nigeria. All right, thank you very much. So I'm presenting about the Nigerian Center. So the center is hosted by the Health Policy Research Enugu campus. It's a research group in the College of Medicine. It's a multidisciplinary team. We have people from all disciplines, well, most disciplines, social sciences, health sciences, medical sciences, and all that. So the Health Policy Research Group, where I think we have the highest concentration of health economists in Nigeria and West Africa. And then we also have very high concentration of health policy and systems analysts in Nigeria and West Africa. And then we have the skills and analytical skills and research skills on all aspects of health economics, health policy and system research and analysis, qualitative analysis, epidemiology, and public health. Next slide, please. So we've our experiences so far. I mean, we've participated in a regional kickoff meeting for AHOP. We've been producing a lot of snapshots, on the Nigerian health system. We've basically done a lot of research on all aspects of the Nigerian health system. We've examined all the building blocks. We've published on all of that, and I think we've done a lot of work, publishing publication work and taking research to understand issues on universal health coverage in Nigeria. What are the constraints and how can we achieve UHC? We also have outputs on the country policy priorities, and then we have a lot of we're involved in a lot of the countries that respond to Nous impliquons beaucoup de pays dans la riposte à la COVID-19 au niveau national et nous avons produit beaucoup de résultats sur les pays, sur les expériences nationales en matière de COVID-19. Nous avons beaucoup d'experts de comités consultatifs sur la COVID-19 au Nigeria. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des étapes à suivre, nous voulons diffuser beaucoup de notes d'orientation qui nous permettront de renforcer le système de santé au Nigeria et qui seront basées sur such policy briefs to policymakers and other stakeholders. Because one of our strengths of the Health Policy Research Group is actually, we have the capacity and the knowledge on how to get. C'est que nous avons la capacité et les connaissances pour recueillir la connaissance et l'appliquer en termes de pratique. Donc, nous essayons de mettre en œuvre certains de nos modèles pour des décisions informées au Nigeria. Donc, nous voulons, à part les notes d'orientation, nous voulons également des sessions de dialogue politique au Nigeria
passer en revue ce qui se passe dans notre pays, particulièrement les documents stratégiques sur la santé en relation avec la loi sur la santé. Et parce qu'il y a beaucoup de politiques au Nigeria, des politiques nationales sur la santé, etc. Donc, nous planifions de passer en revue ces documents pour qu'ils deviennent plus utiles et plus au point pour des prises de décision informées. Nous avons également les compétences pour diffuser de manière plus large à travers des publications dans des revues. Et nos études pourraient être utilisées dans d'autres parties de l'Afrique et pas seulement le Nigeria. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je ne suis pas égoïste, mais au moment où la présentation se préparait, nous n'avions que cette photo, la mienne, mais nous pourrons ajouter les autres photos. Ce n'est pas une équipe composée d'un seul individu, mais nous avons d'autres acteurs, j'en ai mentionné certains. Nous avons par exemple le professeur Benjamin Achutuku, qui est un membre du comité des experts sur la COVID-19 du ministère de la Santé et le directeur national de l'association de la santé publique au Nigeria. Et nous avons également M. Ichaba et nous avons d'autres membres qui ont des compétences dans la recherche des systèmes et politiques de santé ainsi que l'analyse. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la plupart des membres du groupe de recherche faisons partie de ce qu'on appelle le consortium pour la santé, les politiques et la recherche en Afrique. Nous avons fait beaucoup de travail pour développer des outils et des matériaux de formation pour le renforcement de capacités pour la prise de décision dans le secteur de la santé et les systèmes, ainsi que la recherche et les analyses. Et nous allons partager les expériences que nous obtiendrons d'ici 5 ans pour renforcer le travail de AHOP et les centres nationaux. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si nous avons d'autres diapos. Je pense que c'est la dernière. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ebina. Et nous nous excusons pour les manquements sur la diapositive. Et lorsque nous partagerons les présentations avec les participants, nous mettrons à jour les images. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Dr. Aline. Dr. Aline du Rwanda. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup, Aminata. Nous sommes très heureux de prendre part à cette plateforme, la plateforme AHOP. L'école de santé publique existe depuis 20 ans à peu près. Après le génocide, l'école a été ouverte pour renforcer les capacités des travailleurs de la santé, des professionnels de la santé, avec un programme spécifique. Et en 2014, les institutions de formation ont, avec l'Université du Rwanda, ont commencé un programme et il y a un programme diplômant avec 5 écoles dans le collège de médecine et de sciences de la santé. Et nous avons fait beaucoup de recherches depuis les 20-25 ans après le génocide. Et nous avons pu concevoir beaucoup de groupes techniques, beaucoup de groupes de travail pour fournir des orientations sur la composante de recherche et les meilleures pratiques. Et nous avons eu beaucoup de projets et des activités que nous avons menées avec le ministère de la Santé pour soutenir cette composante recherche. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, jusqu'ici, avec EHOP, nous avons développé avec le Centre national du Rwanda certains éléments. Nous avons l'aperçu sur la CSU, ainsi que les priorités du système de santé. Et avec deux résultats qui ont été développés durant le confinement dû à la COVID-19. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé le document politique pour identifier les priorités dans le secteur de la santé. Et nous nous sommes dit qu'à ce moment, avec le lancement, le ministère devrait jeter un coup d'œil à ces résultats attendus et qu'ils donnent leur avis sur ce que nous avons proposé comme résultat. Donc, il y a un plan de communication qui a été développé et d'autres centres nationaux l'ont présenté également. Et il y a également le processus de cartographie qui a été développé. Diapo suivante. Pour renforcer les capacités du Centre national du Rwanda, le Centre national du Rwanda a participé à un bon nombre d'ateliers qui ont été listés ici et il y a également des domaines thématiques qui ont été identifiés parce que nous planifions dans les années à suivre, à venir, à développer une note d'orientation politique, par exemple, ainsi que des études comparatives. Et ces domaines thématiques, comme je le disais tantôt, nous voulons discuter de ces éléments avec le ministère pour voir si le ministère a les mêmes besoins que nous. Est-ce que nous sommes alignés aux besoins du ministère? Donc, nous avons identifié les meilleures pratiques quant à la documentation sur la COVID-19, les défis, les leçons apprises, le financement pour assurer la fourniture de services équitables. Il y a également la résilience dans le renforcement des systèmes de santé et la rétention des professionnels de santé, des travailleurs de la santé, parce que c'est un problème que nous rencontrons dans les systèmes de santé. Diapo suivante. Après la production de la note d'orientation, les études comparatives, etc., nous planifions de disséminer, de partager ce que nous avons produit comme travail à travers les groupes de travail technique, également les rencontres, les réunions des parties prenantes dans le secteur de la santé et les plateformes qui existent via les médias sociaux, etc. Quels sont les impacts ou l'impact attendu de ce projet en tant que centre national? En faisant de la recherche pendant plusieurs années dans le pays, nous avons gardé et nous continuons de nourrir cette envie de produire des preuves qui alimenteront les décisions prises et faire construire un pont entre le processus de prise de décision et la recherche, renforcer également les capacités des ministères et leurs agences, toutes les agences qui voudraient renforcer leurs capacités à travers les formations fournies au niveau du département. Et nous voulons également améliorer le dialogue interactif qui existe entre le ministère de la Santé et les parties prenantes. Et ici, je parle des universités. Merci beaucoup. Je pense que c'est la dernière diapo. Voici la liste des quelques personnes qui, en ce moment, travaillent avec le centre, mais il y a un plus large groupe de personnes qui seront impliquées dans le développement des résultats que le centre veut atteindre.
Nous avons également ceux qui travaillent dans l'école de santé publique pour les études comparatives et les notes d'orientation. Nous avons impliqué d'autres personnes que nous n'avons pas mis sur la liste et pour qui nous n'avons pas d'image. Je vous remercie. Merci, Dr. Aline. Avant de donner la parole à Dr. Just wanted to remind colleagues that there in the menu du Sénégal, juste pour vous rappeler, chers collègues, que dans le menu, vous avez une option interprétation. Donc, vous cliquez et vous sélectionnez anglais, français ou portugais, selon la langue qui vous convient le plus. Parce que je vois beaucoup de commentaires dans le chat. Je donne maintenant la parole à Dr. Cher du Sénégal. Dr. Cher, vous avez la parole. Voilà, donc bonjour tout le monde. Voilà, donc je vais présenter donc pour le Centre national du Sénégal, qui est au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. D'abord par une présentation de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est un institut de recherche, une fondation sénégalaise en même temps, à but non lucratif. L'Institut est d'utilité publique et elle s'efforce de promouvoir la santé publique et le bien-être en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays au-delà de la région ouest africaine. Donc, depuis sa fondation, il y a un siècle, un quart, donc 1896, l'Institut est au premier plan de la lutte contre les maladies infectieuses. L'Institut collabore aussi depuis longtemps avec l'OMS, AFRO, et l'OMS en général, et le ministère de la Santé du Sénégal et des autres pays de la région dans l'évaluation des risques, la préparation aux épidémies et la production de directives pour des problèmes majeurs de santé publique tels que la fièvre jaune. Les principales activités de l'Institut sont la recherche, l'éducation, la formation, l'expertise médicale et la production de vaccins contre la fièvre jaune. Prochaine slide. Alors, l'Institut Pasteur de Dakar est une fondation donc, qui est membre d'un réseau. Donc, il est membre d'un réseau de 33 instituts Pasteur et d'autres instituts de recherche affiliés et répartis dans 26 pays avec environ 23 000 collaborateurs. Et donc, dans l'ensemble de ces réseaux, on peut compter une vingtaine de centres collaborateurs OMS sur diverses maladies, d'où ce que je disais tout à l'heure, la collaboration depuis longue date avec l'OMS. Prochaine slide. Alors, le département qui héberge le centre national, qui est le département d'épidémiologie, de recherche clinique et de sciences des données, est un groupe de recherche principalement axé sur les études de cohorte, sur les maladies infectieuses telles que le paludisme et les maladies émergentes, sur la surveillance des maladies, les essais cliniques, et également sur les méthodes d'analyse de données et de développement d'outils support de gestion et d'analyse. Voilà, donc à travers donc des équipes qui font de l'informatique de la santé, de la bioinformatique, biomathématiques, de la génomique et récemment de l'apprentissage automatique, plus connu sous le nom de machine learning. Donc, prochaine slide. Voilà, donc ça c'est l'équipe donc du Centre national du Sénégal avec 5 membres. Donc moi-même comme responsable donc, du centre qui est au niveau du pôle de recherche où je suis également le responsable. Il y a Rose Nadège Mbaye qui est le responsable adjoint du Centre national et donc qui est spécialisé en santé publique. On a Mohamed Abbas Hugo qui est aussi un spécialiste des systèmes et politiques de santé. Il y a Madame Rokhaya Diop qui est ingénieure des travaux statistiques et aussi analyste politique. Et il y a Hamidou Cham également qui est infirmier d'État et qui est aussi master en santé publique. Donc voici l'équipe du Centre du Sénégal. Merci. Prochaine slide.
Voilà, donc notre expérience avec la plateforme donc, a été des discussions productives et éclairées également, ainsi que des collaborations avec différents partenaires techniques et en particulier les autres centres nationaux. Donc, quand je dis les partenaires techniques, c'est la London School of Economics et l'Observatoire européen sur les systèmes et politiques de santé. Donc, ces discussions ont aussi rejoint nos multiples travaux en cours sur la rédaction de notes d'orientation politique qui sont en cours actuellement, avec bien sûr le soutien donc, de la London School et de l'OMS Afro. Donc, nous travaillons en effet sur deux notes d'orientation politique, un sur la couverture santé universelle, un autre sur l'impact de la COVID sur le système de santé du Sénégal. Et en même temps, nous organisons des ateliers ou séances de travail avec la DPRS, donc qui est la Direction de la planification, de la recherche et des statistiques du ministère de la Santé du Sénégal, sur les priorités de politique de santé du Sénégal. Donc ça, nous travaillons avec eux pour vraiment les prioriser, pour en faire des notes d'orientation politique également. Et pour ces travaux, ainsi que pour l'élaboration donc, de ces notes comparatives, plusieurs séances de brainstorming ont été réalisées avec les autres centres nationaux sur les... Voilà, donc l'impact, donc ça c'est l'impact attendu de EHOP et du centre du Sénégal sur le courtage de connaissances liées au système et politiques de santé. Donc, une vision globale sur les caractéristiques et les indicateurs clés du système de santé du Sénégal dans son entièreté, une meilleure visibilité des priorités de santé et de politique de santé pour permettre la production de solutions qui répondent aux besoins réels du Sénégal, ainsi que la création d'opportunités d'échange entre les scientifiques et les décideurs politiques. Voilà, donc via la plateforme. Voilà, donc merci. En gros, c'était la présentation. Merci. Merci beaucoup, Dr. Cher, pour votre présentation. Donc là, je vais maintenant passer à l'anglais rapidement. So I will now thank you to all of Merci à tous les centres nationaux pour leur présentation et pour l'accent mis sur leur institution et comment ils ont travaillé dans ce domaine avec les autres partenaires. Je vais donner la parole maintenant à Dr. Karamadji. Dr. Karamadji, vous avez la parole. Merci beaucoup aux centres nationaux. Nous devons mettre l'accent sur le fait que nous faisons de notre mieux pour que ce soit un processus informé au niveau pays. La plateforme que nous lançons aujourd'hui, la plateforme AHOP, est quelque chose sur laquelle nous pouvons partager des informations pour voir quels sont les produits dont nous avons besoin, les produits à impact, etc. Et il y a beaucoup de travail technique qui est en train d'être fourni en arrière-scène et vous voyez pourquoi les centres nationaux s'activent. Donc, je vais dire que nous avons lancé le processus, il est maintenant opérationnel et nous courons derrière. Je vois Chris en ligne, je suis heureux de voir Chris parce que Chris fait partie de ces gens qui ont lancé ce processus, mais pour les étapes à suivre, c'est que nous restions ensemble. Ceux qui nous écoutent, l'équipe tout entière, si vous pensez qu'il y a des domaines sur lesquels vous aimeriez que nous discutions, soyez libres de les soulever. C'est pour ça que nous avons créé la plateforme. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert d'orientation, de dialogue et d'échange. Nous essayons d'avoir un consortium de différents acteurs, que ce soit des décideurs, que ce soit des experts techniques, des chercheurs, etc. Nous voulons que tous ces gens se mettent ensemble pour résoudre ce problème. Nous n'avons pas de solution fixe.
il y a deux questions ou deux problèmes qui ont été soulevés. Nous essayons de les traiter en même temps qu'ils sont posés. Le premier, c'est comment est-ce que les autres pays qui ne sont pas encore des centres nationaux, qui n'ont pas de centres nationaux, peuvent être impliqués. Encore une fois, c'est l'objectif de la plateforme, d'ouvrir l'engagement des pays. Nous aurions pu directement travailler avec les centres nationaux des pays, l'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal, etc. Mais nous avons senti qu'il serait bien d'avoir une plateforme commune pour que tout individu de n'importe quel pays puisse partager, jouer sa partition dans le processus, par exemple, des voies et moyens qui peuvent être présentés pour montrer comment les pays fournissent des services aux populations mobiles, les réfugiés, par exemple. Si c'est un sujet que nous aimerions inspecter, si vous avez des éléments que vous pouvez ajouter à la discussion, vous pouvez rejoindre la plateforme. En plus des pays qui ont des centres nationaux et qui produisent de la connaissance. En plus de tout cela, vous pouvez utiliser les produits, par exemple les notes d'orientation, d'autres produits. Vous pouvez But finally, we would also want to see utiliser dans d'autres produits. Donc, ces produits de connaissances ne sont pas juste dédiés aux pays qui ont des centres nationaux, mais c'est pour un partenariat plus large et la demande est forte et la capacité est bien là. Donc, nous pouvons nous étendre. Nous ne nous focalisons pas à ces centres. Et s'il y a de la demande pour d'autres pays, nous pouvons établir des centres nationaux pour ces pays. Donc, ce n'est pas juste dédié à ces pays qui ont des centres, parce que nous allons travailler aussi sur les études comparatives et j'espère que sur la base des études comparatives, vous pourrez voir des voies et moyens différentes de comment ce problème a été résolu à travers le continent. Et je pense que cela également serait utile pour les autres pays. Nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée dans ce processus. Nous avons beaucoup de pays qui travaillent sur des problèmes similaires, utilisant les mêmes approches pour résoudre ou sonder les mêmes problèmes. Donc, cela revient au même exemple que j'avais donné, c'est-à-dire les services de base, les services essentiels aux populations mobiles. Si nous avons, par exemple, 3 ou 4 pays qui explorent ce qui se passe dans leur pays autour de cette même question, je pense que cela fournit davantage de valeur ajoutée pour voir des exemples, une série d'exemples, parce que les différents pays peuvent avoir différentes manières de résoudre les problèmes. Et en mettant ensemble ces différentes expériences, nous pouvons avoir une plus large série de connaissances, de données, etc. Toujours sur la valeur ajoutée. Le début de ce processus sera un système de politique de prise de décision basé sur des faits, basé sur des preuves. Et nous avons beaucoup de demandes, de défis quant à la connaissance que les pays ont exprimée et cette plateforme pourrait répondre à ces besoins. Donc, avant d'entrer dans la discussion, j'aimerais donner la parole à Dr. Felicitas Zoera. Elle est l'assistante du directeur régional de l'OMS pour la région Afrique pour qu'elle dise quelques mots et nous donner des orientations sur ce processus. Je vous donne la parole, Felicitas. Merci, Humphrey. Je ne sais pas si vous pouvez me voir ou si vous m'entendez. Bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs, et merci. L'intention que j'avais, c'était de participer, d'écouter seulement. Et ici, vu la discussion, ayant été présente au début du lancement, comme les collègues l'ont dit, depuis l'année prochaine, nous travaillons sur cette plateforme et je suis heureuse de voir qu'il y a du progrès.
nous lançons la plateforme aujourd'hui pour que dans le futur, vous puissiez avoir accès à la plateforme et voir ce qui se passe. L'idée, c'est de partager la connaissance et pas de la garder. Et certains savent que c'est ce que nous voulons. Je pense que par rapport aux centres nationaux, pour leur expérience par rapport au dialogue politique, comment est-ce que cela se passe dans le pays? Qui prend place, qui prend part à ce dialogue et qui absorbe, qui utilise les résultats de ces dialogues politiques pour qu'elles puissent informer la prise de décision? Parce que nous ne voulons pas d'une politique qui soit définie et gardée dans un tiroir, etc., sur des étagères. Donc, des politiques qui changent les indicateurs. Donc, ce sont les éléments importants qui, si la recherche permet d'apporter des politiques et que la politique puisse changer ce qui se passe dans nos pays, donc ces politiques feront leur travail. Je suis impatiente de voir ce que la plateforme va générer, qu'est-ce que nous pouvons faire, quels sont les impacts et comment est-ce que les autres pays peuvent bénéficier du travail que nos institutions de recherche fournissent sur ce continent. L'Afrique a de la richesse. Nous avons une palette d'esprit fin, de génie. Et je pense que nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons en Afrique et il faut nous assurer que notre observatoire est ancré dans le bureau régional pour que ce soit un outil régional de santé publique qui peut servir les citoyens de ce continent. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont pris part au processus. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé ce qui font. Je suis sûre qu'il y aura davantage de questions et d'intérêt par rapport à ce que nous faisons comme travail. La parole est à vous. Merci beaucoup, Félistas. Je pense que c'est un message fort de soutien de la part de l'OMS et comme je le dis depuis le début, ceci aide beaucoup dans la prise de décision sur des bases factuelles. J'aimerais maintenant passer à la session questions-réponses parce que nous aimerions apporter des réponses à ces questions. Humphrey, il y a cette question par rapport à comment l'OMS Afro va soutenir les autres pays qui sont en ce moment impliqués dans le processus. Humphrey, vous avez la parole. Merci. Je pense que j'avais fait allusion à cette question. J'avais parlé de cette question avec les pays qui peuvent s'impliquer dans la discussion sur la plateforme sur une question spécifique, lorsque nous parlons par exemple d'un thème spécifique. Si les pays peuvent apporter leur contribution, faire des suggestions, ce serait bien. Et deuxièmement, c'est par rapport aux pays, nous pourrions étendre le nombre de pays. Il n'y a pas de limite par rapport au nombre de pays. Donc, nous pourrions ajouter d'autres pays si le besoin s'impose, si nous avons les financements nécessaires et la capacité, et également le produit, la connaissance. Si la connaissance est disponible, les pays peuvent l'utiliser dans leur contexte particulier. L'OMS soutient et les autres partenaires également soutiennent les pays dans beaucoup de domaines. Nous ne nous focalisons pas seulement sur ce que nous faisons en ce moment. Je pense qu'il y a un intérêt particulier par rapport à la production de preuves pour faciliter la réingénierie des systèmes de santé qui se passent en ce moment dans notre contexte. Je pense que Dr. Felicitas avait posé des questions aux centres nationaux. Je ne sais pas si l'un des centres nationaux voudrait commencer avec les réponses.
comment est-ce que vous voyez cet engagement au niveau pays avec les décideurs ainsi que les partenaires internationaux? Nous savons que dans différents pays, les institutions de recherche ont différents niveaux d'engagement dans le dialogue politique et nous espérons qu'à travers ce partenariat, cet engagement sera renforcé et étendu pour certains pays. Nous savons que dans certains pays, l'engagement est très fort, dans d'autres pays, il reste faible. Et il faut voir comment est-ce que ce partenariat peut permettre de renforcer cet engagement. Qui veut essayer d'apporter des réponses? Obina, vous voulez essayer? Allez-y. Je voudrais partager quelques éléments du dialogue sur les politiques au Kenya. Comme vous l'avez vu, ce dialogue sur les politiques fait partie de notre programme de recherche. Nous pensons que ceci est une activité importante d'une manière générale, mais ceci est un thème d'intérêt particulier pour nous. En fait, la recherche est pertinente lorsqu'on peut la traduire en action, que ce soit au niveau de la prise de décision ou sur le plan de la recherche. Le dialogue sur les politiques revêt une importance capitale. Historiquement, qu'est-ce que nous avons fait? Beaucoup d'activités de dialogue sur les politiques ont porté sur les questions pour lesquelles nous produisons des preuves, là où nous menons des activités de recherche. Ceci est plutôt égoïste. Nous avons mené le dialogue sur les politiques de notre côté de manière à pouvoir identifier les différentes parties prenantes dans le cadre du dialogue pour faciliter la traduction, la mise en œuvre, mais également pour générer d'autres questions pour les activités de recherche. Il s'agit d'instaurer des relations avec les décideurs. Et l'importance de cette plateforme, c'est qu'elle nous fournit des ressources et un réseau beaucoup plus large nous permettant d'élargir le dialogue sur les politiques de manière que ceci soit induit davantage par les décideurs pour répondre aux priorités, notamment pour les soins de la couverture santé universelle. Donc, nous allons utiliser l'expérience que nous avons et nous allons induire donc le dialogue pour mettre au point de nouveaux systèmes dans le pays. Je vous remercie infiniment. Merci à Kemri. Je pense que cette initiative n'a pas de début et de fin. Je pense que nous allons commencer à collecter des expériences et c'est là que le dialogue sur les politiques va se renforcer. Il ne s'agit pas de se dire que c'est seulement une nouvelle initiative qui démarre. Nous avons eu déjà un certain nombre d'initiatives dans la région africaine et en général, ces initiatives meurent lorsque le financement prend fin. Et cette fois-ci, nous voulons veiller à ce que ceci soit intégré dans la structure institutionnelle dans les différents pays et dans la région, de manière que cette activité puisse voler de ses propres ailes. Y a-t-il encore des contributions de la part des différents pays, le Rwanda, le Nigeria, l'Éthiopie, le Sénégal? Y a-t-il des interventions, quelque chose à ajouter? Oui. Allez-y, Hélène. Bonjour.
Je pense que le dialogue sur les politiques et influencer les décideurs dans les milieux universitaires et de la recherche en Éthiopie. Ce travail se fait depuis longtemps, mais je dirais que cela s'est fait jusqu'ici de manière informelle. Par exemple, le ministère de la Santé travaille avec nos collègues de l'école de santé publique, de la médecine, de la pharmacie, des soins infirmiers sur les différents projets et pour l'élaboration des différentes politiques. Mais grâce à la plateforme EHOP, nous espérons collaborer avec eux afin de travailler sur la production des preuves. Compte tenu de ce que nous faisons et de ce qu'ils recherchent, nous allons interpréter tout ceci en fonction de la demande, mais nous allons instaurer également des relations formelles et préparer des notes de synthèse, des notes d'orientation qui vont contribuer à l'élaboration des politiques. Je vous remercie infiniment, Hélène. Ceci est tout à fait succinct. Et je pense que ceci cadre parfaitement avec les objectifs de EHOP au niveau national. Nous allons mettre beaucoup l'accent sur cet aspect. Nous allons veiller à ce que EHOP coïncide avec ce que les programmes, les centres nationaux peuvent faire dans chaque pays. Chaque centre a naturellement son domaine d'intervention et naturellement le dialogue sur les politiques a été abordé de différentes manières, parfois de manière formelle, parfois de manière semi-informelle ou informelle. Et naturellement, aucune de ces approches n'est bonne ou mauvaise. L'essentiel, c'est que nous ayons des résultats dans les différents pays. Parfait. Serge, y a-t-il encore des questions? Non, il n'y en a pas en ce qui me concerne. Peut-être une question ou un commentaire de Geoffrey. Je vais vous en donner lecture. Je crois savoir que les pays ont soumis des projets de recherche en tant que centre qui participe au départ à EHOP. Si cela n'a pas été mentionné, il serait bon de présenter le résumé des points saillants de manière que les différents pays puissent être mieux préparés à répondre aux questions éventuelles. C'est une question qui a été posée par Geoffrey. Oui, je pense que ceci concerne l'identification des centres nationaux avec lesquels nous travaillons. Je pense que tel que ceci a été identifié, eh bien, nous avons lancé un appel à candidature, une manifestation d'intérêt. Il y avait un processus technique en vertu duquel nous avons passé en revue les institutions qui ont répondu. C'était plutôt difficile parce que dans la plupart des pays, nous avions plusieurs centres qui étaient candidats. Et nous étions limités plutôt par des considérations budgétaires, mais naturellement, il y avait des centres qui étaient bien outillés dans les différents pays, plusieurs centres, et dans la pratique, il a fallu se résoudre à choisir un seul centre. Et je pense que tous les centres ont reçu la réponse en ce qui concerne l'évaluation à laquelle nous avons procédé et l'évaluation qui a été faite. Si les centres n'ont pas reçu cette évaluation, on peut vous l'envoyer. Et si nous devions retenir d'autres pays, nous allons passer par le même processus. On ne va pas dans un pays pour dire nous allons travailler avec tel centre. Nous demandons donc des candidatures et les différents centres universitaires répondent. Ensuite, il y a une méthode d'évaluation, d'examen des candidatures avant de décider. Même si un centre n'a pas été retenu, il peut continuer de participer au processus dans le pays.
Donc, ce n'est pas un processus exclusif. Personne n'est exclu. L'idée d'avoir un centre national, c'est tout juste pour avoir un canal par lequel passer dans le pays. Mais dans la mesure du possible, nous souhaiterions que toutes les ressources dans le pays participent au processus. Ce n'est pas parce que votre centre n'a pas été retenu que vous êtes exclu du processus. Nous allons rechercher les voies et moyens d'associer davantage de centres dans les différents pays. Parfait. Je voulais... Oui? Oui, Aminata. Oui, je pense que, Humphrey et Serge, vous avez soulevé beaucoup de questions. Il nous reste 5 minutes. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on pourrait donner d'autres exemples concernant la manière dont vous associez les décideurs à la chaîne de courtage des connaissances? Quelles ont été leurs contributions de réaction? Et comment est-ce qu'ils ont agi sur les données factuelles qui ont été produites? Est-ce que les relations avec le ministère de la Santé étaient formelles ou informelles? La question suivante était quelle serait l'approche adoptée pour élaborer un programme d'apprentissage. AHOP a des liens avec les programmes techniques de l'OMS dans les différents pays au niveau d'Afro. Ensuite, il y a une question. Je vais vous en donner lecture en français. Au niveau des ministères de la Santé, devant travailler avec les centres, comment envisagez-vous la collaboration? And then a quick comment actually just came. Et un commentaire rapide d'un collègue du Ghana concernant les prochaines étapes. Je pense que nous allons parler des prochaines étapes quand nous aurons répondu aux questions. Oui, vous avez la parole. Parfait. Je pense que nous avons essayé de répondre à la plupart de ces questions. Je vais revenir à la question de la plateforme de l'Observatoire. C'est tout simplement une plateforme. L'essentiel du travail technique, eh bien, la plateforme est un moyen pour nous de voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'observatoires qui existent dans les différents pays qui sont faits des référentiels. Il y a beaucoup de gens, quand ils pensent à un observatoire, ils pensent à des données. Mais je pense que l'observatoire européen nous montre qu'on peut utiliser un observatoire, pas uniquement pour les données, mais à différentes fins. Je pense que c'est la direction dans laquelle nous avons toutes les données qui existent dans les différents observatoires, eh bien, seront reflétées dans cet observatoire, dans la plateforme des données, mais pas dans cette plateforme EHOP. Donc, il y aura des liens. Nous allons discuter de cela pays par pays. Nous aurons des liens qui seront renforcés avec les différents pays pour voir ce qui existe. Est-ce qu'il s'agit d'un observatoire ou bien d'un site web du ministère de la Santé ou bien d'un centre de statistiques? Je veux dire, là où les gens placent les données, où est-ce que les données sont présentées, les deux plateformes seront mises en lien de manière que l'on puisse tirer parti de ces informations et de ces données. Je pense que les autres questions, je pense aux questions concernant la participation des décideurs. Nous sommes au début du processus, par conséquent, je pense que vous pourriez différer cette question d'une année. Quand nous allons nous retrouver dans une année, nous pourrons discuter de cette question. Nous aurons une base pour y répondre. Nous reconnaissons que le processus de prise de décision est important, revêt une importance capitale et parfois ceci est plus important que le contenu
Donc, nous n'allons pas produire que du contenu. Nous allons étudier, explorer les processus afin de veiller à ce que nous ayons les processus les plus appropriés dans chacun des pays selon sa situation. Avant de passer à l'étape suivante, je voulais donner la parole à Logan. Logan nous soutient beaucoup. Elle est de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle nous a aidés à mettre en place ce programme. Et ils ne font pas que financer nos activités, mais ils essaient également de nous aider avec le processus. Je pense qu'ils ont déjà aidé d'autres pays et peut-être qu'ils pourraient nous aider à travailler dans d'autres pays. Donc, Logan, quelques mots à nos collègues. Je vous remercie infiniment, en vrai. Je souhaite la bienvenue chaleureusement à vous tous. Merci d'avoir participé à cet observatoire africain. Je travaille pour la Fondation Bill et Melinda Gates. Et nous sommes très enchantés par ce lancement ce matin et nous attendons avec plaisir la prochaine phase de collaboration avec les centres nationaux. Nous espérons générer des connaissances importantes qui feront l'objet de courtage de manière à avoir des décisions fondées sur des données factuelles dans l'intérêt de la région. En particulier, nous sommes enchantés par le thème qui a été retenu, redynamiser les systèmes de santé. Nous sommes à l'aube de l'avènement du vaccin contre la COVID-19 et nous espérons pouvoir conjuguer nos efforts pour aller de l'avant sur le plan de la santé. En ce qui concerne EHOP, nous attendons avec plaisir de collaborer avec vous et nous espérons que vous trouverez EHOP utile en tant que plateforme pour vos activités. Nous entendons qu'il y a peut-être un intérêt supplémentaire en ce qui concerne la participation d'autres centres. Nous sommes tout à fait ouverts pour avoir un dialogue avec nos partenaires, nos parties prenantes. Et naturellement, nous allons vous contacter. Nous allons collaborer avec vous pour les prochaines étapes. Je vous remercie. Merci à tous nos partenaires. Et félicitations pour l'excellent travail qui a été accompli jusqu'ici. Donc, Humphrey, vous avez la parole. Merci infiniment, Logan. Logan Barra Aminata. La voix, c'était celle de Logan. Nous avons nos partenaires avec lesquels nous avons collaboré, l'Observatoire européen sur les politiques et les systèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Observatoire européen qui souhaiterait dire quelques mots rapidement à l'équipe? Y a-t-il quelqu'un de l'Observatoire européen qui souhaiterait dire quelques mots? Ou bien de la London School of Economics? Oui, Suzy, allez-y, vous avez la parole. Suzy, on ne vous entend pas. Suzy, quelqu'un de la London School of Economics qui souhaiterait dire quelques mots? Je suis Lesson Comté. Oui, allez-y. Oui, je voulais tout simplement faire écho à ce que les autres partenaires ont dit pour dire que nous sommes tout à fait enthousiastes de travailler avec les centres nationaux et nos collègues d'Afro sur les voies et moyens de mettre à profit les données pour opérer des changements sur le continent avec l'observatoire, avec les observatoires.
Il s'agit de travailler sur la plateforme et nous nous félicitons de l'enthousiasme suscité par cette plateforme. Et nous attendons avec plaisir de travailler avec les différents partenaires, les différents pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Song. Je pense que vous avez apporté une expertise tout à fait utile à l'équipe et nous sommes tout à fait heureux de collaborer avec vous. Suzy, allez-y. Oui, je vous remercie infiniment. Nous voudrions dire que nous sommes heureux de travailler avec vous, non seulement pour partager les données, mais également pour placer tout ceci dans un contexte. Et il s'agit de voir ce que les pays membres nous livrent également en tant que message. Ceci est très important pour nous, pour nos activités. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Nous souhaiterions pouvoir continuer d'utiliser cette plateforme. Nous sommes au début d'un processus. Nous allons travailler avec le maximum d'experts dans la région de manière à rechercher les voies et moyens de veiller à ce que nous faisons repose sur des données factuelles. Je suis d'accord avec un commentaire qui a été fait pendant la session de questions-réponses. Nous avons des États, des pays fragiles qui ont besoin d'informations fondées sur des données factuelles, beaucoup plus que les autres pays. Et il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons générer des données factuelles applicables aux pays sortant de conflits ou bien aux pays, aux États fragiles où la situation est très difficile, il y a très peu de recherche et les attentes des populations sont énormes, considérables. Comment se concentrer sur l'essentiel dans ces contextes, surtout lorsque l'on veut assurer la pérennité des interventions. Nous ne pouvons pas abandonner ces pays, il faut faire quelque chose pour eux et il s'agit de certaines des questions sur lesquelles nous passons beaucoup plus de temps. Donc, veuillez visiter la plateforme aussi régulièrement que possible. Nous allons veiller à renouveler le contenu de la plateforme régulièrement, soulever des questions. Il n'y a pas de questions taboues. Donc, il vous est tout à fait loisible de poser les questions que vous voulez. Donc, posez les questions comme vous voulez, ou en tout cas comme vous voulez qu'on y réponde. Il nous appartiendra d'essayer d'y apporter des réponses. Concernant les prochaines étapes, nous en sommes à la fin. D'ici à la fin de cette année, nous espérons pouvoir finaliser les discussions avec les pays sur les différents formats et approches pour les produits de connaissances. Nous essayons également de travailler en vue d'avoir un produit de connaissances sur la COVID-19, pas l'évolution de la maladie, mais pour pouvoir mieux lutter contre la maladie, nous voulons publier également des documents dédiés sur la couverture santé universelle et sur les priorités stratégiques. Nous voulons produire également des notes d'orientation pour répondre aux questions urgentes fondées sur les preuves qui existent. Nous allons produire également un bulletin régulier d'AOP de manière que d'un coup d'œil, vous puissiez voir ce qui a été fait et ce qui se passe. Et l'année prochaine, en 2021, nous aurons beaucoup de produits qui seront publiés. Nous aurons donc une réunion du groupe consultatif d'Europe et nous allons mettre sur pied un groupe consultatif. Donc, nous voulons avancer assez rapidement. Nous sommes tout à fait heureux de ce qui se passe. Nous sommes pleins d'enthousiasme. Nous espérons pouvoir maintenir ce niveau d'enthousiasme à chemin faisant. Donc, au nom de l'équipe d'Europe,
au nom du bureau régional de l'OMS et au nom de tous ceux qui ont pris une part active à ce processus, l'équipe de communication, ceux qui ont fait en sorte que tout ceci ait lieu, tous ceux qui ont travaillé en coulisses, nous vous remercions infiniment. Nous nous félicitons de votre présence à ce webinaire et nous espérons pouvoir poursuivre les échanges en ligne. Donc, je vous souhaite de passer une excellente matinée, un bon après-midi ou bien une bonne soirée, selon l'endroit du monde où vous êtes, et nous espérons pouvoir continuer de communiquer avec vous. Je vous remercie et au revoir. Thank you, Dr. Karamaji, and thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you, colleagues. Bye-bye.